Bonjour, je m'appelle Tova et je vais vous parler du crowd data sourcing. Je ne sais pas trop comment le dire en français. L'expression française est externalisation ouverte, mais on peut en discuter. Alors, je vais commencer par vous expliquer de quoi il s'agit, ce crowdsourcing ou crowd data sourcing, et nous passerons à des problèmes plus techniques, comment est-ce que c'est relié aux bases de données, qu'est-ce qu'on souhaite en faire et ainsi de suite. Mais avant, d'abord quelques avertissements. D'abord, ça va être assez peu technique. Je vais essayer de mettre sur la table les questions que les gens se posent beaucoup. J'ai pas beaucoup de réponses et vous verrez des corps dénudés. Et j'espère en tout cas que ça vous maintiendra éveillé jusqu'à ce moment-là en tout cas. Alors, qu'est-ce que c'est que cette externalisation ouverte, ce crowdsourcing? Je suis sûr que, par exemple, vous utilisez tous Wikipédia, donc finalement vous savez ce que c'est le crowdsourcing. Il s'agit d'informations, de trucs que les gens font et que les autres peuvent utiliser. On capte des ressources de savoir, de capacités de différents individus et on crée une sorte de dépôt dans lequel toutes ces données se retrouvent. Alors pourquoi est-ce que c'est très à la mode en ce moment? C'est parce que plein de gens, en tout cas je suis sûr que nombre d'entre vous ont des smartphones, ont des ordinateurs portables, sont en ligne en permanence, ont tous ces appareils, et même si vous partez en randonnée à l'autre bout du monde, vous trouverez toujours un café internet pour envoyer vos photos à vos amis, vos photos de vacances et ainsi de suite. Toutes ces informations, vous en disposez, vous l'envoyez aux autres, vous la recevez de la part des autres, et ainsi de suite. À part Wikipédia, il existe d'autres types d'applications de crowdsourcing. Vous avez Galaxy Zoo, par exemple, qui est un jeu, qui est le jeu préféré de mes gosses, d'ailleurs. Et ce que ça fait, c'est que ça vous montre des photos qui ont été prises par le télescope Hubble, avec des galaxies, et demande aux joueurs de décrire la forme de la galaxie. Est-ce qu'elle est ovoïde, est-ce qu'elle est plate, etc. Et on obtient des points en jouant à ce jeu, en faisant ça le plus rapidement possible, en ne se trompant pas, etc. Mais ce dont il s'agit, c'est d'utiliser toutes ces informations pour créer des tags, des descriptions de chacune de ces galaxies, pour ensuite créer un répertoire de la structure des différentes galaxies. Il y a une chose qu'il faut bien comprendre ici, c'est quelque chose pour lequel on n'a pas vraiment besoin d'une intervention humaine. On pourrait parfaitement utiliser un logiciel pour analyser la forme. Mais le problème, c'est que ça prendrait énormément de ressources informatiques. Alors que un être humain qui regarde la galaxie, ça lui vient tout de suite pour dire cette galaxie est ovoïde ou écrasée. Et donc les gens s'amusent et ça permet aux autres d'économiser des ressources de calcul. Un autre jeu relativement semblable, ce sont des photos de la Lune et on demande aux gens de marquer les cratères. C'est quelque chose qui peut être fait de façon logicielle. L'image peut être analysée, mais c'est beaucoup plus simple, une fois de plus, si on utilise un être humain. Là, c'est comme un jeu aussi, vous obtenez des points et vous êtes content. Et dernier exemple, ici c'est un très bel exemple d'ailleurs, qui s'appelle Foldit. Vous pouvez essayer d'y jouer. Vous avez des photos de protéines, de modélisation de protéines, et on demande aux individus d'essayer de replier des protéines, parce que replier des protéines est quelque chose de très important dans l'analyse des structures protéinées. Et ça s'est retrouvé en première page du New York Times il y a quelques mois, parce que les joueurs ont réussi à trouver des pliages de protéines qui étaient inconnus. Et donc ça a permis une avancée scientifique. Donc c'est quelque chose qui peut être fait en principe par l'ordinateur, mais qui mobilise des ressources de calcul énormes. Et c'est beaucoup plus facile donc de le faire par des êtres humains, et évidemment il y a des choses que les ordinateurs sont incapables de faire. Autre exemple, vous êtes en voiture, vous voyez un accident, vous pouvez appeler la station de radio locale en disant
Je vous appelle pour vous dire qu'il y a un accident à tel en tel endroit ou un embouteillage. Et donc, on peut contribuer des informations d'événements dont on est témoin. Et pour ceux d'entre vous qui sont dans la programmation, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, si vous avez un bug, par exemple, dans le cours du processus, vous avez un forum qui s'appelle Stack Overflow, par exemple, où vous pouvez poser des questions et vous pouvez obtenir des réponses pour vous aider à résoudre. Et si vous répondez bien, vous obtenez un certain nombre de points, etc. Donc, tout ça, ce sont des informations que les gens ont dans la tête, qu'ils contribuent, d'autres personnes s'en servent, et il y a des sortes de dépôts dans lesquels ces informations sont concentrées. Encore un autre exemple, là c'est un jeu c'est un jeu que nous avons élaboré dans notre laboratoire avec le laboratoire de recherche d'IBM. C'est un jeu de connaissances générales. Par exemple, vous souhaitez obtenir des informations, par exemple, quelles sont les capitales européennes, les universités américaines, etc. La façon dont on collecte cette information, c'est en faisant jouer à des gens. Donc par exemple, nous ne connaissons pas le nom des universités américaines, donc on demande aux gens de lister toutes les facs américaines qu'ils connaissent. On collecte cette information et à partir de cela, on crée un répertoire de faits dont on n'avait pas au préalable connaissance. Et donc, à partir de cet exemple, réfléchissez un peu. Que se passe-t-il si quelqu'un donne une fausse réponse? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous la mettez dans votre liste? Et d'abord, comment allez-vous faire pour savoir que c'est une fausse réponse? Ça, c'est une des grosses questions à traiter, bien entendu. Il en va de même pour le marquage des cratères de la Lune ou pour le pli des protéines. Les gens vous donnent des informations, mais vous devez être capable de savoir si elles sont justes ou fausses. Évidemment, vous-même, vous ne le savez pas, sinon vous ne demanderiez pas aux autres de vous le dire. Il y a de nombreuses façons de faire ça, et on en parlera un petit peu plus dans un instant, mais gardez-le à l'esprit. Alors, de quoi s'agit-il? Quelles sont les grandes questions ou les défis que pose cette pratique? D'abord, il y a la motivation. Il faut motiver les individus pour qu'ils aient envie de jouer, de nous donner des informations, de faire des choses pour nous. Donc, nous avons vu quelques exemples. Soit on motive les gens en les amusant, parce qu'ils vont jouer un jeu qui va les divertir. Parfois, ils font ça par altruisme. Les gens qui travaillent pour Wikipédia, ils le font parce qu'ils veulent aider la communauté. On peut aussi les rémunérer. Il y a un site qui s'appelle Mechanical Turk, où on peut poster un certain nombre de missions qu'on peut assigner aux internautes. On les paye quelques centimes, mais s'ils en font beaucoup, ils peuvent gagner une somme relativement intéressante. Donc il faut motiver, tout d'abord motiver les gens. Ensuite, quand vous obtenez ces données, il faut évidemment effectuer un contrôle qualité, comme je vous le disais à l'instant. Mais on en reparlera encore. Et l'une des façons dont on peut effectuer un contrôle qualité, une des choses que l'on fait avec ces informations, c'est une agrégation des informations. Par exemple, si vous voulez évaluer la qualité de tel ou tel hôtel, les gens vont donner un certain nombre d'étoiles, mais vous pouvez avoir quelqu'un qui a donné 1 étoile ou quelqu'un qui a donné 5 étoiles, donc il faut effectuer une agrégation de ces informations. On peut faire ça par majorité ou d'autres systèmes, mais on en reparlera aussi. Et autre question, c'est quel type de mission, quel type de tâche fonctionne mieux en externalisation ouverte ou fonctionne mieux à l'aide d'outils conventionnels. Je vous ai parlé de 2 catégories de choses qu'il vaut mieux faire par le crowdsourcing pour économiser des ressources informatiques, par exemple. Des choses qui sont coûteuses en termes de temps de calcul, alors que les êtres humains peuvent le faire quasiment automatiquement. Ou deuxième chose qu'un ordinateur ne peut pas faire parce qu'il ne dispose pas d'informations. Ou quelle est votre opinion sur tel ou tel hôtel? Ça, un ordinateur ne peut pas le faire. On a besoin de la foule, entre guillemets, pour répondre à cela. Donc, on a reconnaissance visuelle ou lecture de texte, par exemple. Donc maintenant que vous savez ce que c'est que l'externalisation ouverte, vous êtes tous très contents.
Mais nous sommes ici aujourd'hui parce que nous cherchons à relier ce sujet très général à la gestion de l'information ou aux bases de données. Alors, comment ces deux choses sont-elles reliées? Elles sont reliées de deux façons. On peut voir les choses de deux façons. La première, c'est comment peut-on utiliser le grand nombre pour aider les bases de données? Dans n'importe quelle base de données, qu'elle soit commerciale ou non, il y a des imperfections, il y a des erreurs, il y a des choses que l'on ne sait pas, et on veut utiliser la foule pour compléter cette information et pour la corriger. Si par exemple, vous avez deux fiches sur la même personne avec deux informations contradictoires, vous pouvez éventuellement demander à la foule de corriger ces différences qui peuvent exister. Il y a quelque chose qu'on appelle par exemple la comparaison subjective. Imaginez par exemple vous avez une liste de chercheurs et vous souhaitez les classer par la taille de leur cerveau, qui est le plus intelligent. Donc évidemment on peut compter le nombre de publications scientifiques, le nombre de comités dont ils sont membres, mais en vérité c'est pas quelque chose qui est vraiment mesurable. Il faudrait plutôt demander à leurs collègues de prendre la liste et de les classer. Et ça, c'est très subjectif, bien entendu. Ça, on ne peut pas le faire soi-même, si on cherche à établir un ranking. Donc voilà un certain nombre de manières dont la foule, le crowd, peut aider les bases de données. Mais il y a aussi une externalisation des applications. Je ne sais pas si Serge vous en a parlé lors de ses cours, mais l'une des techniques importantes utilisées dans la gestion de bases de données est quelque chose qu'on appelle une évaluation paresseuse. On calcule aussi peu que possible pour essayer d'obtenir une réponse. Donc, imaginez que je ne m'intéresse pas dans toutes les galaxies de l'univers, mais simplement une galaxie. Je peux utiliser cette évaluation paresseuse pour poser des questions au crowd, uniquement les questions qui m'intéressent. Donc je dois cibler ma recherche, cibler mes ressources pour obtenir, pour répondre à mes besoins. Et ça, c'est une technologie de base de données qui peut aussi s'appliquer au crowdsourcing. Donc évidemment, on peut prendre toute la donnée qui vient de l'ensemble des personnes et la faire rentrer dans les bases de données. Évidemment, les bases de données servent à ça. Mais on peut aussi créer des interfaces utilisateurs. On verra un exemple dans un instant. Alors, le data sourcing en général et le crowd data sourcing est un phénomène assez récent. Ça fait à peu près un an et demi que les gens travaillent vraiment là-dessus. Mais il existe déjà des projets dans tous les grands groupes de bases de données. Il y a un projet au MIT, à Berkeley, Stanford, au Japon, dont j'ai entendu parler. Et puis MODA, c'est notre projet à nous, à l'université de Tel Aviv. Je ne vais pas vous les détailler, mais je vais vous donner un exemple de l'un de ces projets pour vous donner une idée du travail qu'il mène. Et ensuite, je vous parlerai un petit peu plus de notre travail à nous, qui est plus centré sur la qualité de la donnée, de la gestion de la qualité des données. Et la façon dont on peut utiliser le crowd de manière plus intelligente pour obtenir une meilleure qualité d'information. Alors, je vais vous montrer juste un petit peu, pour vous donner une idée du projet du MIT, qui s'appelle Quark. Et ce qu'ils cherchent à faire, c'est... Ils ont des bases de données avec des informations partielles, pas toute l'information dont ils ont besoin, et ils vont utiliser le crowd pour pour compléter les informations et aussi pour aider à comparer différentes données de la base. En termes technologiques, ils utilisent SQL, qui est un langage de requête standard, et utilisent des fonctions définies par les utilisateurs. Vous allez voir, je vais vous donner un exemple très clair. Alors, je dispose d'une base de données avec un tableau, le tableau personnes, et les personnes ont deux attributs, le nom de la personne et une photo.
nom et photo. Ce sont juste les deux items. Donc, ce que je vais faire, c'est effectuer une requête pour trouver toutes les femmes dans la base de données. Je n'ai pas d'attribut de sexe dans ma base de données. Je n'ai que le nom et la photo. Donc, ce que je vais faire, c'est que donc je veux sélectionner donc j'ai un prédicat. Je ne sais pas encore comment évaluer. Donc, j'utilise une question. Est-ce que le prédicat c'est une femme est vrai ou faux? Et donc, cette fonction définie par l'utilisateur, là, c'est là qu'entre en jeu l'utilisation du crowd. Donc, on définit une tâche pour le crowd, est une femme, et ensuite, on demande au crowd, est-ce que cette personne est une femme, à partir du nom ou de la photo, et la réponse attendue est oui ou non. Et donc, une fois que cela est fait, le système crée automatiquement une interface utilisateur. Là, vous avez par exemple une entrée. Là, on dit est-ce que nom de la personne et avec la photo est une femme? Et il faut cliquer oui ou non. Et sur la base des informations fournies par le crowd, on va décider, on va déterminer le sexe de cette personne. Vous me suivez? Alors, qu'est-ce qu'il y a de magique là-dedans? Ce qui est magique dans ce projet, c'est dans les... ici, vous avez donc ces templates, ces modèles qui vous permettent de définir les tâches. Donc, il y a différents modèles qui existent. Vous pouvez utiliser, par exemple, un filtre, oui, non. Vous pouvez aussi demander au crowd d'associer des couples. Vous prenez une personne et une autre personne, vous pouvez leur demander d'associer deux données différentes. Vous pouvez demander au crowd aussi de classer. Vous leur donnez par exemple une liste d'hôtels et vous leur dites classer ces hôtels dans tel ou tel ordre. Et ensuite, vous utilisez les différents ordres générés par différentes personnes et vous décidez de l'ordre final à imposer. Mais vous pouvez aussi demander au crowd de générer des informations dont vous ne disposez pas. Vous avez le nom d'une entreprise, mais vous n'avez pas l'adresse. Vous pouvez demander au crowd de compléter l'adresse. Donc, nous avons l'ensemble de ces modèles, mais je pense que l'une des choses importantes ici, c'est que on ne demande pas juste à une personne. Est-ce que cette photo est une photo d'un homme ou d'une femme? On la pose à un grand nombre de personnes, on la pose à grande échelle, et parfois on obtient des réponses différentes. Parfois, vous pouvez peut-être avoir quelqu'un dont le nom et la photo n'indiquent pas très clairement s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Donc on peut obtenir de très nombreuses réponses pour une question, et il faut effectuer une agrégation pour savoir quoi faire du résultat. Et il y a des fonctions qui sont des combinateurs, des fonctions de combinaison. Donc on fait une agrégation, par exemple, sur la majorité, et on décide que la réponse majoritaire est celle qui l'emporte. Ce qui nous ramène donc à l'agrégation, enfin on en reparlera un petit peu plus tard. Donc je vous ai promis des gens tout nus, voilà, des gens tout nus. La question est, peut-on faire confiance à la foule? Vous avez tous ces gens, vous leur posez des questions. D'ailleurs, ça c'est une photo de Spencer Tunick qui est spécialisé dans la photographie des gens nus un peu partout dans le monde. Et je crois qu'il y a une photo que j'ai trouvée qui était un peu moins claire que celle-là. Il l'a fait sur la Tour Eiffel, je crois, il y a quelques années. Mais il prend des photos de gens tout nus dans plein d'endroits intéressants dans le monde. Alors, peut-on faire confiance à la foule et que fait-on de leurs réponses? Alors, évidemment, il y a beaucoup de questions auxquelles il nous faut répondre. Tout d'abord, comment fait-on pour déterminer le fait qu'il s'agisse de la bonne réponse ou non? Est-ce que c'est correct ou non? Comment fait-on pour nettoyer les données? Comment fait-on pour débarrasser ces données des données fausses et ne garder que les bonnes? Quelles sont les questions à poser à la foule pour nettoyer
cette information pour remplir les trous, les manques. Et évidemment, à qui peut-on demander? Les gens n'ont pas tous le même niveau d'expertise. Comment cibler la question de façon appropriée en fonction du public? Et combien de personnes utilise-t-on? Et combien de temps fait-on durer la requête? Mais en général, on dispose de ressources limitées, on n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas envie de poser trop de questions. Si on paye les gens, si on les rémunère, bien entendu, on ne veut pas que ça coûte trop cher. Si ce sont des gens qui jouent à des jeux, ils ne joueront que peu de temps. Donc il faut bien cibler la question par rapport à ce qu'on recherche. Donc cherchons à répondre à quelques-unes de ces questions. Je crois qu'un point essentiel, moi je suis dans les bases de données, et donc qu'est-ce qu'on fait dans le domaine des bases de données? Ce qu'on fait, c'est quelque chose qu'on appelle du calcul déclaratif. Nous disons ce que nous voulons et nous laissons le système décider comment l'obtenir. On dit par exemple, trouve-nous toutes les paires qui ont telle ou telle propriété. On lui dit pas va vérifier dans ce disque-là ou va vérifier ci ou ça. Mais, et c'est la même chose que je souhaite faire avec le crowdsourcing. Je demande quelle est la bonne réponse et je veux que ce soit le système, le crowd, qui décide du meilleur moyen de le faire. On verra un exemple de résolution de conflit. On a différentes réponses à la même question et on souhaite décider à quelle réponse est la bonne. Alors, il y a de nombreuses façons de faire cela. Ce qu'on a vu dans l'exemple précédent, c'est un langage dans lequel vous avez différentes options. Vous pouvez avoir un vote par moyenne, par majorité, etc. Mais peut-être qu'on veut autre chose. Peut-être que ce n'est pas ça qu'on recherche. Peut-être qu'il y a des gens qui ont un savoir qui a plus de valeur que d'autres. Donc peut-être qu'on veut biaiser le vote. Peut-être qu'on veut utiliser une approche de probabilité. Mais le problème, généralement, c'est un peu le problème de la poule et de l'œuf, puisque pour décider quels sont les faits que j'ai collectés qui sont corrects, je dois savoir qui sont les gens les plus malins, les plus intelligents, pour donner plus de poids à leur réponse à eux. Mais pour savoir qui sont ces gens intelligents, comment fais-je pour savoir de qui il s'agit? Je sais parce qu'ils ont contribué des faits corrects. Comment fais-je pour savoir qu'il s'agit de faits corrects? Parce que je leur fais confiance. Mais pourquoi est-ce que je leur fais confiance? Donc c'est la poule et l'œuf, et c'est donc un problème qui doit être résolu. Et ce que Serge décrivait dans son cours sur le ranking des pages, où l'on pense que les pages sont importantes parce que d'autres pages importantes renvoient vers elles. Et là, c'est un petit peu la même chose que nous avons ici. Un des algorithmes possibles, c'est de dire prenons une estimation arbitraire de la confiance des utilisateurs. Par exemple, j'ai une confiance égale dans l'ensemble des utilisateurs. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'examine les faits et ça va me permettre d'avoir plus de confiance sur la base de la confiance qui existe dans les utilisateurs. Et ensuite, on peut mettre à jour ces données. Ensuite, on peut revenir voir avec les utilisateurs et leur dire « Bon, je vous fais confiance, peut-être pas de manière égale, mais de manière proportionnelle, en fonction des faits qui ont été contribués et en fonction de la confiance que je place dans ces faits. » Ensuite, je vais réitérer, je vais réexaminer les faits et je vais dire « Maintenant que j'ai déjà cette opinion biaisée, cette orientation, comment fais-je pour évaluer les faits ?» Et donc ensuite, je regarde les faits, je reviens aux utilisateurs, et ainsi de suite, jusqu'à obtenir une convergence. Il y a aussi une version basée sur la probabilité, qui est un peu comme le random walk dont parlait Serge. Vous prenez cette approche de probabilité, pour examiner les faits, vous retournez aux utilisateurs, et ainsi de suite. Donc voilà un exemple d'algorithme qui peut être utilisé pour décider quels sont les faits qui sont corrects et quels sont les utilisateurs dignes de confiance.
Ça, il s'agit simplement d'un exemple d'algorithme. Vous pouvez lire la littérature scientifique, il existe des dizaines, des centaines d'algorithmes différents qui marchent bien dans certains cas ou pas bien dans d'autres. Et donc, ce qu'on veut faire à présent, c'est non pas inventer un nouvel algorithme, mais apporter des outils permettant aux gens de programmer ce type d'algorithme de façon déclarative pour les optimiser d'une manière assez semblable à ce que les gens font dans les bases de données. Vous écrivez une requête et elle est évaluée. Et donc c'est le système qui peut évaluer. Et donc on veut faire la même chose que dans le domaine des bases de données. On veut un langage déclaratif. Je vais vous montrer donc une proposition de l'aspect de cette langue. Donc c'est basé sur SQL. J'imagine que vous savez tous de quoi il s'agit. Et pour nettoyer l'information, il faut ajouter une repair key et une while. Alors, qu'est-ce que c'est que repair key, clé de réparation? Prenons cet exemple-là que nous avons à la fin. Il s'agit d'une relation qui contient des informations sur le nom de restaurant et la cuisine. Voilà, ce sont quelque chose qui a été recueilli auprès du public. Anton's, certains pensent que c'est de la cuisine française et d'autres pensent que c'est de la cuisine continentale. Donc, on a la probabilité qu'il s'agit de cuisine française 0,8, continentale 0,2, et il y a un autre restaurant ici, McDonald's, et là tout le monde est sûr que c'est du fast-food, et ainsi de suite. Alors ce que la repair key, la clé de réparation pourrait faire, on définit par exemple le nom comme étant la clé de la relation, et quand on applique l'opérateur sur cette relation, il fait un choix de probabilité pour chacune des clés. Anton's, par exemple, on va choisir que Anton est un restaurant français avec une probabilité de 0,8, continental, probabilité 0,2. Et il en va de même pour l'ensemble des autres valeurs dans l'attribut de la clé. Donc on prend une relation fausse avec des valeurs multiples et on génère de façon probabilistique une relation qui est correcte. Tout restaurant n'a qu'un type de cuisine. Voilà, c'est ça la repair key. C'est un opérateur de probabilité. Et le while forme une sorte de boucle, en boucle, ainsi de suite. Ça se répète et ça se répète, comme je vous l'expliquais dans les itérations de l'algorithme précédemment. Je ne vais pas vous montrer exactement comment ça fonctionne, mais nous avons cherché à mettre en œuvre un grand nombre d'algorithmes existants pour le nettoyage de données, mais finalement, vous vous retrouvez simplement avec quelques lignes d'une requête. Donc c'est extrêmement pratique. Alors par exemple, le jeu de connaissances générales que je vous ai montré tout à l'heure, celui qui pose des questions au crowd, est mis en œuvre exactement avec ce type de formalisme. Il crée une grande base de données et on peut y appliquer des requêtes. Par exemple, je dis quelle est la capitale de la Russie et vous avez des probabilités. Donc quelle est la probabilité que la capitale de la Russie soit Moscou, d'après la foule? La probabilité est 67,69%, Saint-Pétersbourg 11,42%, et ainsi de suite. Donc il existe bien des théories qui vont au-delà de tout cela. Je ne vais pas vous détailler cela outre mesure, mais je pense que ce qui est important, vous n'êtes pas obligé de lire cette diapositive du tout. Mais ce que je souhaiterais vous dire, c'est que le langage est extrêmement simple. La rédaction des requêtes est extrêmement simple, mais en termes de complexité de calcul, si vous essayez de calculer la probabilité du fait que Moscou soit la capitale de la Russie, ça va en fait être très difficile. Vous avez pi hard, c'est donc difficile.
Et même si vous essayez d'avoir simplement une approximation de la probabilité, non pas la complexité exacte, c'est aussi très difficile. Et c'est pour cela qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est dans des systèmes de complexité du pire. Il y a des exemples où ça peut prendre beaucoup de temps, mais en pratique, les algorithmes pratiques, les programmes rédigés ne rentrent pas dans cette catégorie. Tout fonctionne très vite, tout va très bien, etc. Donc, il y a un décalage entre la difficulté théorique du langage et le temps de calcul nécessaire en réalité. Et ça, c'est l'une des questions ouvertes qui demeure et dont on ne sait pas vraiment quoi faire. Il reste encore beaucoup de recherches à faire là-dessus pour mieux comprendre, pour comprendre plus clairement comment les choses peuvent être évaluées suffisamment rapidement, comment ces données peuvent être stockées, puisque le crowd vous remonte énormément de données qui doivent être stockées. Les données sont en perpétuel changement, les gens jouent à un jeu, ils vous donnent des réponses, vous obtenez de plus en plus d'informations au fil du temps, l'information change, la validité de l'information change, parce que vous obtenez plus de données. Donc, on sait le faire de façon statique, mais le faire de façon incrémentale est un très grand défi. Et on n'a pas vraiment encore la solution. Il reste beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Alors, avant de conclure, je voudrais vous parler d'un autre aspect ou d'un autre défi qui existe. C'est comment optimiser l'utilisation des ressources. Vous avez votre crowd, vous pouvez l'utiliser, votre crowd. Mais comment le faire de façon intelligente? Peut-être pour vous donner une illustration, je pense que l'illustration la plus simple à vous donner, c'est cet exemple extrêmement abstrait. Imaginez donc que nous avons un très grand nombre d'utilisateurs. Là, vous avez votre crowd, utilisateur 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Et vous avez un grand nombre de questions pour lesquelles vous cherchez à obtenir une réponse. Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, etc. Donc, en principe, je peux visualiser cette question utilisateur comme une sorte de grande matrice. Dans un monde idéal, si j'avais des ressources illimitées et si tous les utilisateurs du monde étaient disposés à m'aider, je demanderais à tout le monde toutes les questions. Je poserai toutes les questions à tout le monde. Et j'aurai donc cette grille qui serait entièrement remplie avec toutes les réponses de tout le monde à toutes mes questions. La réponse pourrait être « je ne sais pas » d'ailleurs. Donc j'aurai donc cette grille entièrement remplie et je pourrais utiliser cette grille pour déterminer les bonnes réponses, les meilleures réponses, etc. Ce que j'adorerais faire, par exemple, c'est que pour chacune des questions, j'aurai une fonction d'agrégation, par exemple, moyenne ou plus fréquente ou quelque chose comme cela, pour décider la bonne réponse à la question. Ça, c'est dans un monde idéal. J'ai cette matrice, je cherche à la remplir, et j'ai des fonctions d'agrégation, de calcul d'agrégation pour chaque requête. En pratique, je ne dispose pas de tout ça, parce que mes ressources sont limitées. Je ne peux pas demander à tout le monde de répondre à tout, ça va prendre trop de temps, mais aussi les utilisateurs eux-mêmes n'ont pas forcément envie. Imaginez que je cherche à collecter des informations sur des hôtels, de bons hôtels ou de mauvais hôtels. En principe, je peux envoyer un mail à tous les clients d'un hôtel et leur dire « Bonjour, est-ce que vous pouvez noter cet hôtel ?» Quand vous allez voir la première requête, vous allez dire « Bon, d'accord ». Vous allez être gentil, vous allez répondre. La deuxième, peut-être. La 200e question, ça suffit. Les gens ne sont pas disposés à trop répondre. Donc, il faut utiliser les personnes simplement pour clarifier des informations manquantes. Des hôtels où vous disposez déjà de suffisamment d'informations, c'est pas la peine de reposer toutes les questions. Et vous n'avez pas non plus envie d'investir trop d'informations dans chaque question. Donc, ces contraintes existent. Ce tableau, cette matrice,
est partiellement rempli, mais insuffisamment rempli. Si je cherche à augmenter l'information qui rentre là-dedans, et je dois le faire avec un certain nombre de contraintes, je ne veux pas trop embêter les gens, je ne veux pas leur poser trop de questions, je ne veux pas concentrer trop d'efforts là-dessus. Et le défi est donc de trouver les cellules dans ce tableau qui doivent être remplies pour optimiser mon gain en termes d'information. Quelles sont les questions que je dois poser à qui? Il faut que je choisisse les bonnes cellules de ce tableau pour maximiser le gain en information. Alors, essayons maintenant de définir cela de façon semi-formelle. Donc, on a une question et on dispose déjà d'un certain nombre de réponses et on décide, disons que si on a 100 réponses à la question, c'est suffisant. Donc, on se dit, une fois qu'on a 100 réponses à une question donnée, c'est suffisant, on est content. Actuellement, je n'en ai pas encore 100, je n'en ai qu'une trentaine. Dans l'idéal, je souhaiterais en obtenir 100. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quantifier la quantité d'incertitudes qui existe dans l'information dont je dispose actuellement en disant, voici les 30 réponses dont je dispose déjà. Quelles pourraient être les autres réponses que les gens pourraient donner, puisqu'il y a plusieurs réponses possibles pour cette information manquante. Et donc, il s'agit de différentes façons de compléter la question. Alors, pour différentes façons de compléter, si j'utilise ma fonction d'agrégation, majorité ou ainsi de suite, je vais obtenir des réponses différentes. Donc, l'écart, l'incertitude qui existe est en fait l'écart entre la valeur de la fonction d'agrégation et ses complétions. Donc, c'est la différence maximum de valeur qu'il est possible d'obtenir. Donc, c'est la quantité d'incertitude par question. Alors, évidemment, dans ce tableau, dans cette matrice, j'ai un grand nombre de questions. Et quelle est l'incertitude globale? Alors, on peut dire l'incertitude de l'ensemble de cette matrice, de l'ensemble de cette base de données, est l'incertitude maximale d'une question. Vous regardez toutes les questions, vous dites « voici la question la plus incertaine », donc c'est l'incertitude maximale de l'ensemble de la base de données. Ou alors vous pouvez procéder par moyenne. Alors on peut donc dire ça de façon plus formelle, poser ça de manière plus formelle. J'ai une matrice, j'ai un tableau, j'ai un certain nombre de contraintes sur la quantité de ressources que je peux y consacrer, et ce que je souhaite découvrir, c'est les cellules de ma matrice où il faut obtenir une solution pour minimiser l'incertitude globale de cela. Donc voilà qu'on peut dire ça de façon formelle, et donc à partir de là, on peut chercher à créer des algorithmes permettant de le résoudre. Et ce qu'on constate, c'est que la complexité dépend du type de contrainte et du type de fonction d'agrégation qu'on souhaite employer. Par exemple, vous pouvez dire « je veux demander au plus 100 questions parce que c'est mon budget ». C'est une contrainte. Ou alors dire « je veux demander au plus 10 questions à chaque utilisateur parce que je n'obtiendrai pas de réponse au-delà ». Ou alors « je veux investir au plus 10 utilisateurs dans chaque question ». Ensuite, ça dépend bien entendu de la fonction d'agrégation qu'on souhaite utiliser. Est-ce qu'on veut calculer la majorité, l'entropie, et ainsi de suite. Donc je ne vais pas trop m'appesantir sur les détails techniques, mais si vous utilisez l'incertitude maximale comme mesure d'incertitude, vous pouvez faire les choses en temps polynomal. Si vous souhaitez parler de la somme des incertitudes ou des moyennes d'incertitudes, ce sera beaucoup plus difficile. Ça dépend largement des contraintes que vous vous fixez. Mais en général, c'est plus complexe. Donc, nous avons utilisé cela pour créer un petit jeu assez amusant à la dernière conférence ICDE qui a eu lieu il y a quelques semaines. Et ce qu'on a cherché à faire, c'est à construire un dépôt d'informations
sur les personnes qui étaient présentes à la conférence et sur les publications ou les interventions effectuées lors de la conférence. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un petit jeu auquel les gens pouvaient jouer. On a posé des questions un peu amusantes sur les individus, sur les publications. Et la manière dont on a motivé les gens, c'est que une fois qu'ils avaient répondu à un certain nombre de questions, je crois que c'était 10, on leur permettait de poser eux-mêmes une question au système, une question sur eux-mêmes, ou là d'ailleurs si vous regardez à l'écran, voilà, vous pouvez voir la distribution, la répartition des réponses ici. Là vous avez la question, est-ce que Tova Milo ressemble à Madonna? Donc il y a des gens qui pensent pas du tout. Et vous avez ici cette espèce de petit tableau de bord là avec un anémomètre avec une petite aiguille. Vous obtenez à quel niveau d'incertitude en êtes-vous. Donc c'était un jeu amusant auquel les gens ont voulu jouer. Mais ce qui était important pour nous, évidemment, c'est la technologie qui était derrière. Parce que comment avons-nous choisi les questions à poser aux gens? La façon dont on a choisi ces questions, c'est exactement en fonction de ces algorithmes, parce qu'on cherchait à réduire l'incertitude. On disposait d'une base de données avec une information partielle, et la manière dont on a sélectionné les questions à poser au crowd sont précisément celles qui maximisent la réduction d'incertitude pour améliorer la qualité de la base de données. Donc, ici aussi, dans ce domaine, il reste un grand nombre de questions ouvertes. Comment peut-on prendre en compte l'information sur l'utilisateur dans les réponses? Parfois, on a des utilisateurs qui sont susceptibles d'être plus spécialisés dans tel ou tel secteur ou d'avoir des connexions particulières. Il y a quelque chose qui s'appelle le filtrage collaboratif dont je n'ai pas le temps de vous parler, mais qui peut être pratique pour vous si vous souhaitez approfondir. La manière aussi dont on analyse l'information, dont on prend des décisions sur l'incertitude, c'est on a une analyse du pire scénario. Évidemment, ce serait mieux de se concentrer sur les erreurs attendues, sauf qu'on n'est pas encore capable de faire ça. Évidemment, il y a aussi la question du calcul incrémental. Serge en a parlé, c'est quelque chose qui revient encore et encore, et aussi dans le crowdsourcing, parce que c'est vraiment incrémental. Vous avez des gens qui jouent, qui donnent des informations, et la base de données ne cesse de changer. Et réévaluer à partir du début, tout est assez coûteux. Donc ça, c'est un des grands défis du crowdsourcing. Comment transformer toutes les choses qu'on sait déjà faire pour les faire fonctionner de manière incrémentale. Et donc je pense que ça nous amène à la conclusion. J'espère que j'ai réussi à vous convaincre qu'il s'agissait d'un sujet tout à fait fascinant et passionnant. Moi-même, je le trouve passionnant. Et moi, personnellement, ce que j'aime bien, c'est qu'on a tous les problèmes classiques des systèmes de base de données. Les modèles de données, les langages de requêtes, le traitement des requêtes, etc. Mais tout ça dans un cadre nouveau et très interactif. Le calcul est très interactif. Ça se produit à très très grande échelle. Vous avez de grandes quantités d'individus, de grandes quantités de données, et il y a très peu de contrôle sur ce qu'on fait. Dans les bases de données classiques, on a à la main, on peut contrôler. Ici, on ne sait pas qui va vous aider, ni comment, ni quand. Et il y a aussi, dans les bases de données classiques, on assume que ce qu'on a dans la base de données, c'est l'information. C'est un monde clos. C'est ce dont vous disposez. Ici, c'est exactement l'inverse. Vous avez les données que vous avez déjà collectées, mais il y a aussi des tonnes d'informations qui se trouvent dans les cerveaux des gens à qui vous vous adressez. Donc, il faut répondre à vos requêtes ou calculer en gardant cela à l'esprit. Et je crois que c'est ça, probablement, le plus grand défi. Voilà, merci. Et si vous avez des questions...